Vous écoutez l'explication de texte d'un deuxième extrait de Gargantua. Il s'agit, petit retour en arrière, d'un extrait du chapitre 14. Commençons par le situer. Alors, Grand Goudier a été admiratif de l'intelligence de son fils Gargantua. En fait, il a eu une discussion avec lui sur sa dernière invention, je rappelle l'usage d'un oisillon pour se torcher le cul, et cela lui a permis de s'assurer que son enfant a toutes les facultés intellectuelles requises pour faire un grand esprit. Grand Goudier décide donc de donner un précepteur, c'est-à-dire un professeur particulier, à son ingénieux fils. Il veut un théologien en lettres latines, comme le précise le titre du chapitre 1. Ce titre s'oppose déjà au principe humaniste que Rabelais défend, puisqu'il en appelle un retour, normalement, à la langue courante et à un savoir plus moderne. Donc, il s'agit bien d'un professeur de latin qui ne parle pas d'autres langues, notamment pas le grec. Rabelais continue de tourner au ridicule l'éducation médiévale et tourne alors sa critique vers ses pratiques pédagogiques, et notamment celles dispensées par l'Église avec ce qu'on appelle la scolastique. La scolastique, rapidement, désigne la philosophie enseignée au Moyen-Âge dans les universités. Elle vise, pour faire court, à concilier l'apport de la philosophie grecque, notamment celle d'Aristote, avec la théologie chrétienne. Bon, cette philosophie médiévale repose en fait surtout sur l'étude des textes, mais uniquement latins. Et ils ne reviennent pas à la source première, le grec et l'hébreu. Et c'est à ce titre que cette philosophie sera accusée par les humanistes d'avoir ruiné la doctrine chrétienne. Son langage trop sophistiqué, voire barbare, son approche lointaine des textes font qu'elle est accusée de propager une forme d'ignorance savante. Bien. Nous pouvons maintenant procéder à la lecture de cet extrait. Mais je vous dis, rien que par cette discussion que j'ai eue devant vous avec mon fils Gargantua, je connais que son entendement participe de quelque divinité, tant je le vois aigu, subtil, profond et serein. Et il parviendra à quelques degrés souverains de sagesse s'il est bien éduqué. Pour cela, je veux le donner à instruire selon ses capacités à quelque homme savant. De fait, on lui enseigna un grand docteur sophiste nommé Maître Tubal Holoferne, qui lui a appris son alphabet si bien qu'il le disait par cœur à l'envers, et cela lui prit 5 ans et 3 mois. Puis, il lui donna le Facetum, le Théodète et Alain de Lille sur les paraboles, et il y fut 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais notez que, pendant ce temps, il lui apprenait à écrire en lettres gothiques, et il recopiait tous ses livres, car l'art d'imprimer n'était pas encore en usage. Et il portait d'ordinaire un gros écritoire pesant plus de 7000 quintaux, dont le plumier était aussi gros et grand que les gros piliers de l'église d'Énée, et le cornet y pendait à grosses chaînes de fer de la taille d'un tonneau de marchandises. Puis, il lui expliqua le démanière de signifier avec les commentaires de Heurtebis, Fasquin trop d'entreux, Gallo, Jean Levaux, Bilogno, Brélingandus et un tas d'autres. Et il resta plus de 18 ans et 11 mois. Et il le sut si bien qu'à l'épreuve, il le redisait par cœur et à l'envers. Et il prouvait sur ses doigts à sa mère qu'il n'y a pas de science exacte de l'art de signifier. Puis, il lui expliqua le calendrier, où il fut bien 16 ans et 2 mois lorsque son précepteur mourut. Ce fut l'an 1420 de la vérole qui lui vint. Après, il eut un autre vieux tousseux nommé Maître Joblin-Bridé qui lui expliqua Ugatio Hébrard, grécisme, le doctrinal, les parties, le qu'est-ce que c'est, le supplément, le montrer, des manières à garder à table, Sénèque, des 4 vertus cardinales, passe avant avec commentaire. Et le dormait tranquille pour les fêtes. Et quelque autre de même farine, à la lecture desquelles il devint si sage que nous n'en avons jamais mieux sorti du moule depuis. 2 axes de lecture peuvent permettre d'appréhender cet extrait. Alors, d'une part, il s'agit d'y lire bien sûr un texte comique. Rabelais recourt à la satire et propose avec Tubal Holoferne une caricature pour dénoncer par le rire la fausse science que propagent les maîtres sophistes. En effet, leur érudition repose proprement sur du vide et la science qu'ils dispensent ne sollicite jamais
l'intellect de l'élève. On retrouve la formule de Rabelais dans le Pantagruel, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». D'autre part, il faut considérer que derrière la critique rigolade se trouve en creux la promotion d'un idéal nouveau, celui de l'humanisme. Rabelais, comme il le montrera dans les chapitres suivants, en appelle à une éducation plus complète, plus ouverte, qui nourrit tout à la fois l'esprit et le corps. Il souhaite une pédagogie qui ne fasse pas que bourrer la mémoire d'un savoir formel et inutile, mais qui agit sur les esprits. Ainsi, on posera, pour guider cette étude comme problématique, la suivante: comment la satire de l'éducation scolastique permet-elle à Rabelais de promouvoir une nouvelle pédagogie? Dans un premier mouvement du texte, on peut voir à l'œuvre la fierté d'un père. Dans ce passage, Grand-Goudier se conduit en bon père humaniste, qui sait reconnaître l'intelligence de son fils. Il veut la cultiver grâce à l'éducation. Alors certes, les preuves sur lesquelles il s'appuie sont absurdes, à torche-cul, mais elles s'appuient sur la nature de l'enfant, qu'il respecte, et 2, il n'empêche qu'il fait reposer l'apprentissage de la sagesse sur l'enseignement. Donc, le passage est au discours direct. Cela permet de rapporter les propos que le roi des géants tient à ses gouvernantes. Les verbes au présent d'énonciation, je vous dis, je connais, je le vois, et puis celui au futur, il parviendra, témoigne de son assurance de chef. Sa parole a la valeur d'une proclamation, et en fait, il est véritablement sûr des talents de son fils. Ce qu'il dit se réalise. La proposition négative, rien que par cette discussion que j'ai eue devant vous à mon fils, renforce sa fierté et sa force de persuasion. Il a suffi que son fils lui expose son invention pour qu'il soit déterminé à cultiver l'intelligence qu'il a devinée. Le champ lexical du savoir est convoqué pour mettre en évidence l'enjeu de l'éducation idéale. On a donc entendement, instruire, sagesse, degré souverain, capacité, éduquer, savant, bref, Grand-Goudier a la conviction que le savoir donné par une bonne éducation mène à la sagesse. D'ailleurs, la proposition hypothétique, s'il est bien éduqué, montre bien que tout repose, selon lui, dans la qualité de l'enseignement. Il a la conviction, cette même conviction que partagent les humanistes d'ailleurs. L'énumération d'adjectifs hyperboliques aigu, subtil, profond et serein, et l'emploi emprunté au registre religieux, divin, entendement, provoque un effet comique, puisqu'il exagère très largement les facultés intellectuelles de son marmot, qui est loin d'être un petit génie non plus. Grand-Goudier s'en remet donc à un professeur qui sache s'adapter à la nature de son fils, comme le suggère le complément circonstanciel de manière, selon ses capacités. On remarque que le déterminant indéfini « quelques professeurs » laisse ouverte la question de l'identité de ce professeur qu'il reste à trouver. Le deuxième mouvement permet de dresser la satire de l'enseignement scolastique. Rabelais présente les méthodes pédagogiques d'un premier professeur, Tubal Holoferne. Mais la caricature qu'il dresse de l'enseignement tout à la fois laborieux et pesant fait comprendre avec ironie que le jeune Gargantua n'apprend en vérité rien d'inutile. Alors, le pronom personnel indéfini « on » précise le fait que le choix de recruter ce professeur de l'école traditionnelle ne ressort pas de l'initiative de Grand-Goudier, mais d'une personne indéfinie qui lui a conseillé. Son enseignement a été recommandé, mais il semblerait que le choix, qui plus est, s'avère mauvais. Pourtant, le professeur est présenté d'emblée de manière élogieuse. L'adjectif mélioratif grand souligne sa respectabilité de docteur. Toutefois, le titre de sophiste n'est pas forcément à son avantage, car les sophistes sont jugés comme de mauvais philosophes parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Cette école philosophique ne s'intéresse qu'à la forme du discours et ne cherche pas forcément la sagesse. Bref, le recrutement s'avère peu pertinent par rapport aux attentes estimées plus haut. Alors avec le nom Tubal Holoferne, Rabelais s'adonne à un jeu d'onomastique. L'onomastique est la science des noms. Il invente un nom, donc, dont la signification contribue à ridiculiser le professeur qu'il invente. Tubal signifie confusion en hébreu, ce qui ne promet pas qu'il soit vraiment très clair, et Holoferne fait référence à un personnage de la Bible, Judith, qui fit couper la tête du général assyrien Holoferne.
Bon, le rapprochement laisse à penser que Tubal aura plus tendance à couper la tête de son élève que de la lui remplir. Le champ lexical de l'école est largement utilisé dans le passage. On a appris, alphabet, écrire, livre, écritoire, encre, etc. Il s'agit d'une terminologie attendue pour décrire un enseignement sérieux. Mais en vérité, il ne fait que reprendre les bases et les outils. Ils ne sont que, finalement, des simples prétextes. La proposition circonstancielle de conséquence, censée prouver la qualité de son apprentissage, si bien qu'il le disait par cœur à l'envers, apparaît comme ironique et absurde. L'enseignement de Tubal ne repose que sur la mémoire. Il s'agit d'apprendre par cœur donc, mais sans donner un sens, d'où le fait de le réciter dans le sens inverse. Cette inversion du sens est répétée ensuite d'ailleurs avec la mémorisation entière d'un ouvrage et de répéter, et il le sut si bien qu'à l'épreuve, il le redisait par cœur à l'envers. Bon, les nombreuses précisions temporelles, 5 ans et 3 mois, 13 ans, 6 mois et 2 semaines, pendant ce temps, plus de 18 ans et 11 mois, exagèrent le caractère laborieux de cet enseignement. Au même titre que tous les connecteurs temporels, puis et qui n'arrêtent pas de se répéter dans la structure des paragraphes. Elles sont bien sûr, ces précisions temporelles, hyperboliques. Et elles tendent surtout à mettre en valeur le manque d'efficacité de cet enseignement qui tire inutilement en longueur. Rabelais procède à l'énumération d'œuvres dépassées déjà de son temps. Donat, le Facetus, etc., etc. La longueur de cette liste de lecture fait ressortir bien sûr le côté fastidieux de ce travail que Gargantua ne fait même pas par lui-même, puisque, notez-le, ça revient 2 fois, ce n'est pas lui qui lit, c'est Tubal, il lui lut. L'élève reste donc passif dans cette méthode d'enseignement. Le paragraphe suivant commence par interpeller à l'impératif le lecteur. Notez que. Toutefois, cette invitation à observer ce qui est présenté comme un travail actif est en fait totalement ironique, puisque la tâche que Tubal donne à son élève est proprement abrutissante. Il s'agit de recopier tous ses livres, telle une photocopieuse d'aujourd'hui. Et en plus, dans une écriture difficile et illisible. Les humanistes ne prisaient pas particulièrement les lettres gothiques et vantaient plutôt les lettres italiennes en raison de leur sobriété, leur clarté, plus à même de faciliter le déchiffrage des textes. La référence à l'invention future de l'imprimerie permet de vanter cette avancée liée, qui plus est, à la propagation de la pensée humaniste. Les exagérations concernant l'écritoire est destiné à faire rire le lecteur. Tout est hyperbole dans les menus détails des poids, des différentes composantes, et surtout pour souligner une activité éducative sans intérêt. L'adjectif gros est répété 2 fois, le poids du livre chiffré est éteint, 7000 quintaux, la comparaison du plumier à un pilier d'église fait quant à lui atteindre des sommets, bref, là encore, la forme pesante prime sur le fond absolument léger. L'ironie atteint son sommet avec la nouvelle énumération de noms d'auteurs fictifs ayant commenté un ouvrage véritable, des manières de signifier. Les noms opèrent des jeux de mots, par exemple un faquin est un prétentieux, heurtebise, le mot renvoie au vent, c'est-à-dire à la bise, soulignant ainsi le vide, et puis on a carrément un nom d'animal, un Jean le veau. Bon. Et surtout, le nombre de ces noms produit encore un effet de pesanteur. L'énumération d'ailleurs se termine par une tournure péjorative qui résume comme ça, qui les renvoie à une forme de vanité, et tant d'autres, montrant combien il est ridicule de poursuivre cette interminable liste. D'ailleurs, l'enseignement est vain puisque le paragraphe se clôt sur une conclusion à la forme négative de l'élève. Il n'y a pas de science exacte de signifier. Autant donc dire que toutes ces lectures ne lui ont servi à rien. Le court paragraphe permet de conclure ce mouvement. Et on pourrait lui attribuer une valeur de chute. Car 1. Il termine par une gradation descendante des savoirs. Le dernier livre n'est ni plus ni moins qu'un almanach, c'est-à-dire un calendrier. Et donc une lecture absolument pas exigeante, une lecture populaire et sans valeur savante. Deuxièmement, Rabelais tue très brutalement le professeur Tubal en une courte proposition temporelle lorsque son précepteur mourut. Le vers de Clément Marot qui est cité suggère qu'il est décédé de la suite de la vérole, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible. Le coquin. Pour finir,
Rabelais ajoute un troisième mouvement qui opère une deuxième satire, celle du successeur de Tubal. Alors, le narrateur s'étant brusquement débarrassé de l'inutile Tubal Holoferne, il lui donne tout de suite un successeur qui s'avère tout aussi inefficace et poussiéreux, on le verra. Rabelais ajoute donc une deuxième couche à sa satire de l'éducation médiévale en reconduisant les mêmes procédés comiques de grossissement. L'adverbe de temps, après, souligne l'enchaînement rapide. Un professeur chasse l'autre, sans qu'aucune différence ne soit constatée. Car en effet, le successeur de Tubal ne fait que reconduire les mêmes erreurs pédagogiques. Il est présenté d'entrée de jeu par une périphrase péjorative. Un autre vieux tousseux. En plus d'être considéré comme une simple copie, un autre du premier, son âge et son état physique laissent à deviner qu'il connaîtra le même mortel sort que son prédécesseur, c'est-à-dire il va mourir rapidement, et qui plus est que ses méthodes sont dépassées. C'est un vieillard. Rabelais joue encore avec le nomastique, en appelant son personnage Jobelin bridé. Un Jobelin est un oisillon, comme le torche-cul par ailleurs, et bridé suggère qu'il est prisonnier, empêché, captif, bref, sans aucune liberté d'esprit. L'énumération des titres s'avère bouffonne, tant elle mène des domaines disparates. On retrouve des traités de grammaire mélangés à des ouvrages de morale, les 4 vertus cardinales, le doctrinal par exemple, et à des manuels de savoir-vivre, des manières à garder à table, dormez tranquille. Rabelais imagine donc une sorte de bazar faussement savant. La comparaison avec le pain, semblable farine, insiste sur la volatilité d'un savoir aussi fin que l'ingrédient de cuisine. Il est si poussiéreux qu'il ne peut pas se fixer dans quelque tête d'élève. Tout ça n'est finalement que poussière, que farine. Il conclut avec une antiphrase. Il devint si sage que jamais depuis lors nous avons enfourné autant. Gargantua n'est nullement devenu sage, bien entendu. Et le narrateur reprend alors la métaphore boulangère du pain pour faire comprendre à son lecteur que l'aliment intellectuel concocté par les sophistes n'est en rien estimable et qu'il ne conviendrait pas d'être fait du même moule.